Il y a 100 ans, prenait fin la Grande Guerre et ses millions de morts. Parmi les victimes, un chiffre saisissant, 700 000 hommes, disparus corps et biens sur les champs de bataille, dont pas moins de 140 000 rien que dans le périmètre de Verdun. Alors, étant natif de la région de Verdun, j'ai à ce titre toujours été passionné par la bataille de Verdun, qui m'a toujours interrogé, que j'ai toujours cherché à comprendre un peu ce qui s'était passé. Mais il y a une chose qui m'interpelle tout particulièrement, que mettons derrière le terme de disparu? Comment peut-on imaginer qu'on a pu perdre 140 000 soldats? Que veut dire ce terme de disparu? Qui peut encore s'intéresser à ces oubliés? Qui s'occupe encore de ces hommes que la terre a ensevelis? Seule l'archéologie moderne, très récente, apparue depuis un peu plus de 20 ans, pose un regard différent et respectueux sur ces poilus irrévélés. Découverte avec Frédéric Adam, archéo-anthropologue, celui-là même qui a identifié l'écrivain Alain Fournier, auteur du Grand Maulne, et tué au combat en 1914. Un soldat disparu, au fait, qu'est-ce que c'est? Bien entendu, c'est quelqu'un qu'on n'a pas retrouvé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas retrouvé? Il y a plusieurs possibilités. La première chose, c'est quelqu'un qui est parti au combat et qui était pulvérisé par un obus, par exemple. Donc ces restes ont été dispersés et c'est souvent ce qu'on va retrouver, à savoir des ossements épars dans les labours, dans la forêt. Deuxième chose, c'est toujours dans le cas d'un combattant qui part en offensive, il se retrouve dans le no man's land et il est fauché par une balle, un projectile divers, quel qu'il soit, et il tombe dans un trou d'obus. Une autre explosion va le recouvrir et on ne va pas le retrouver. Il est directement enterré, mais on ne sait pas où. Les copains n'ont pas eu le temps de voir où c'était, et puis après, la guerre s'est poursuivie, et donc il est quelque part au fond d'un trou d'obus, on ne l'a jamais retrouvé. Donc là, quand on le retrouve, souvent, on va le retrouver avec tout son équipement. Une autre possibilité, c'est justement bombardement très violent, et s'il y a un abri dans le coin, les soldats vont essayer de se réfugier pour éviter les éclats d'obus et les explosions, le souffle des explosions, et les personnes vont se réfugier dans un abri souterrain. Ça va être un abri bétonné ou une galerie boisée par exemple. Et le problème, c'est que les galeries boisées, les sapes et autres, cagnats, donc les abris souterrains creusés à même la terre, souvent vont s'effondrer par la pression des obus, même si c'est plusieurs mètres sous terre. Et là, on va se retrouver avec des soldats qui vont être ensevelis, vivants, ou vont mourir instantanément par l'effet de surpression de l'air, par un blast. Et on va, pareil, les copains ne vont pas réussir à les retrouver. Ils vont être à nouveau déclarés disparus. Après, il y a aussi, comme dans le cas de la tombe d'Alain Fournier, des gens qui partent au combat dans la forêt. Alain Fournier et ses compagnons étaient en reconnaissance dans la forêt. Ils se sont retrouvés nez à nez avec des soldats, mais ils étaient isolés dans la forêt. Et donc leurs copains qui étaient à l'arrière n'ont pas pu les retrouver puisque les Allemands occupaient le terrain à la suite de ce combat. Donc ils n'ont pas pu récupérer les corps de leurs compagnons. Et puis après, il y a aussi, tout simplement, une foultitude de soldats qui sont morts au combat, surtout au début de la guerre, et qu'on a enterrés sur le champ de bataille même, à l'ancienne. Dans les champs, vous avez des tombes, en plein milieu des champs, au bord des routes. Et à chaque fois, pour les officiers, c'est des tombes individuelles en général. Pour les hommes de troupes, des fois, vous allez avoir des grands ossuaires avec 300, 400, 500 hommes, français et allemands mélangés. Voilà. Et en 14, on va avoir tendance à faire ça encore, puisqu'on est tous persuadés que la guerre ne va pas durer. Donc on enterre les copains sur le champ de bataille, où l'ennemi enterre vos copains pour nettoyer, simplement pour des buts sanitaires. Lorsqu'ils ont conquis le terrain, ils vont enterrer les corps. La guerre a duré, et une très nombreuses tombes de ce type en fait, ont disparu, recouvertes par les broussailles, ou l'érosion, les pluies hautes ont raviné donc, le petit terre-plein de terre, et puis hop, en surface, les marqueurs ont disparu. Et donc on en retrouve partout, et ce sont devenus aussi des soldats disparus, puisque pas de sépulture définitive. Et enfin, pour finir, je dirais, il y a aussi tous ces corps qui ont été ramenés à l'arrière, ou proche du front, mais à l'arrière quand même, dans des cimetières provisoires. Puis des fois, on a des cimetières de 500, 600, 800 tombes, 1000 tombes, mais provisoires. La seule chose, c'est que souvent le front a bougé, et donc beaucoup de ces cimetières ont été bombardés eux-mêmes.
et qui font partie donc à nouveau des soldats disparus. Énormément, c'est pour ça que je vous dis 650 000 soldats disparus à peu près sur le front, mais ces 650 000 reflètent des réalités très très diverses. Je possède quelques objets un peu significatifs de cette période, plus ou moins insolites. J'ai notamment cette plaque qui est très parlante, parce que cette plaque a été faite par les Allemands en août 1914 pour matérialiser un cimetière provisoire, c'est-à-dire que les Allemands ont trouvé sur le champ de bataille lors de leur offensive des soldats français, et leur ont donné une sépulture décente donc, à travers de cette plaque qu'on peut traduire « Ici reposent 40 courageux guerriers français ». C'est quand même assez incroyable de savoir que les Allemands en août 1914 ont pris le soin, le temps, la peine de faire une plaque pour honorer les soldats français. Donc on peut imaginer que cette pratique qui avait cours en 1914 est interrompue rapidement, et que les Allemands ont pensé certainement à l'époque que la guerre durerait peu de temps et prenaient encore le soin d'honorer les soldats français. Mais quand on connaît la suite du conflit, on imagine aisément que cette pratique a dû être abandonnée assez rapidement. En France, la législation est très stricte, dans le sens où, depuis 1915, il y a une loi qui interdit aux particuliers de chercher et d'exhumer des soldats. Tous les soldats aujourd'hui qui sont exhumés et parfois identifiés ne le sont que suite à une découverte fortuite. Donc, tout simplement un paysan qui laboure et les ossements apparaissent derrière sa charrue. Ça peut être des travaux d'aménagement, donc une route qui est creusée, et puis il y a des ossements qui apparaissent, ou simplement, comme sur pas mal de champs de bataille, eh bien, l'érosion naturelle. En 1991, le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, a donné l'ordre au service de l'archéologie de monter une équipe et de procéder à une fouille de sépultures multiples contenant un nombre indéterminé de soldats français tombés au combat en août 14. Pourquoi est-ce que cette équipe devait être formée ? Simplement puisqu'il y a potentiellement dans cette sépulture un écrivain célèbre, Alain Fournier. Pour moi, fouiller une sépulture ancienne ou une sépulture récente, les techniques et les méthodes sont identiques. Là, pour une fois, on nous demandait de travailler sur des vestiges récents. Qui dit vestiges récents veut dire aussi archives potentielles. Et donc confrontation entre les données de terrain et les données conservées dans les archives nationales, par exemple, ou les archives militaires ou familiales. Et donc, c'est la première fois en France que des archéologues ont travaillé officiellement, je dis bien officiellement, sur les sépultures de soldats disparus. Et puis, en définitive, sur les 21 corps découverts, j'en ai identifié 19, dont le corps, effectivement, de l'écrivain français Alain Fournier. L'emplacement de la fosse, où on a découvert donc, ces 21 corps du 288e régiment d'infanterie, c'est très peu profond, ça fait 30 cm de profondeur, et donc, aujourd'hui, voilà ce que ça donne. La même fosse, elle est actuellement sous cette petite pyramide de verre. Elle est protégée, elle est encore visible. À l'emplacement de chaque corps, il y a une stèle avec le nom exact de la personne, à l'emplacement exact qu'il occupait. Des panneaux pédagogiques qui racontent l'histoire de cette découverte. J'ai réussi à leur redonner un nom précis, retrouver qui ils étaient avant-guerre, savoir comment ils étaient morts exactement, puisqu'il y avait plein de rumeurs aussi. Ça fait partie des apports de l'archéologie, puisque nous, on travaille en aveugle au départ, et c'est vraiment les observations de terrain et de laboratoire qui vont nous permettre de façonner une histoire. On va passer d'hypothèses à des faits, en fait. Et après, on va les corréler aux archives, voir ce qui colle, ce qui ne colle pas. Et dans le cas de la Première Guerre mondiale, en plus, forcément, on est confronté, lorsqu'on parle d'archives, à la désinformation, à la propagande. Ils avaient potentiellement été fusillés pour crimes de guerre et barbarie, fusillés par les Allemands. Et donc la fouille, les observations archéologiques et anthropologiques ont permis d'affirmer avec certitude qu'ils sont morts au combat après encerclement et non pas fusillés pour crimes de guerre. Donc du coup, après restitution aux autorités, ils ont reçu les honneurs nationaux. Juste avant-guerre, une photo qui doit dater de 1912-1913. Voilà, c'est ce qui nous permet, bien entendu, de mettre un visage sur les gens qu'on découvre. C'est aussi un apport, mais là c'est plutôt un apport émotionnel pour un archéologue, c'est de voir effectivement enfin à quoi ressemblent les gens que l'on découvre et qu'on identifie, sur lesquels on travaille. Puis, bien entendu, quand on travaille sur des périodes anciennes, on peut imaginer des choses.
Mais bon, c'est que l'imagination. Par contre, on va avoir des éléments sur leur quotidien, sur leur alimentation, sur les maladies dont ils ont souffert, et ainsi de suite. Quelle taille ils faisaient, à quel âge ils sont morts. Mais à quoi ils ressemblaient, ça en général, on ne sait pas. Quand on travaille sur du 14-18, là, enfin, on peut avoir un élément qui nous manquait, qui nous manque toujours, c'est savoir à quoi ces gens ressemblaient. Et donc, du coup, on a vraiment l'humanité même de la personne qui ressurgit. Et c'est parfois un peu lourd d'ailleurs, en charge émotionnelle forcément. C'est ainsi que les archéologues apportent quelque chose à cette page de l'histoire. Les restes funéraires ne sont plus mis dans un sac poubelle. C'est une autre façon de voir la guerre aujourd'hui, plus respectueuse, qui garantit un traitement décent du mort et permet de sauvegarder les sites des champs de bataille. Seuls quelques-uns ont été ou seront identifiés. Les autres resteront-ils à jamais des héros inconnus, des âmes errantes,